9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. 9h32 sur Sud Radio, la vérité en face. Parlons vrai avec nos débatteurs. Alex Darmon, journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour Alex Darmon. Et puis face à vous, Jules Laurent, rédacteur en chef à Frontières. Bonjour Jules Laurent. Et bienvenue sur Sud Radio. On va évoquer un certain nombre de sujets ce matin ensemble, notamment l'interdiction de fumer à partir du 1er juillet sur les plages, dans les parcs et jardins publics, aux abords des bus, des arrêts de bus, et des écoles. On parlera aussi de ce prix Charlemagne qui récompense les personnalités qui se sont engagées en faveur de l'unification européenne et qui a été accordé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle, c'est l'actualité ce matin, de ces propos d'Emmanuel Macron. La reconnaissance ce sont des propos très forts, la reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral, je cite, et une exigence politique. Alex Darmon, propos très forts tenus par le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mots ? Oui, c'est des propos très forts. Devoir moral, je comprends, j'entends ce qu'il veut dire, mais après, on a l'impression toujours avec Emmanuel Macron sur la politique internationale que c'est son combat, son salut, et qu'il parle très vite avant même de préparer ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire au mois de juin, à l'occasion de ce sommet qui aura lieu à New York, en concertation avec les Saoudiens. Sur le sujet, ouais. Parce que reconnaître un État palestinien, oui, pourquoi pas, mais sur quelle frontière ? Vous allez parler avec qui après? Et puis derrière, si vous avez un État palestinien, qu'est-ce qui se passe si, et c'est possible, vous me l'accorderez, d'autres groupes terroristes palestiniens ou le Hamas même directement décident de réattaquer Israël? Qu'est-ce qu'on fait vu qu'il y a deux États? Qu'est-ce qui va défendre l'État palestinien à ce moment-là? Et c'est un peu le drame de cette région, malheureusement, c'est que Israël aussi d'ailleurs, en acceptant d'avoir un État qui aujourd'hui est un État quand même très important sur la planète, qui est en avance sur plein de choses, mais sans frontières reconnues avec l'État palestinien aujourd'hui, se livre malheureusement à une situation qui est extrêmement délicate. C'est que demain vous allez accorder un État palestinien, mais sur rien, sur aucune frontière viable. On ne sait même pas. Sur quelle frontière et avec qui ? Et avec qui vous allez parler derrière. C'est avec qui vous allez traiter diplomatiquement. Avec le Hamas, qui est un mouvement, je le rappelle, terroriste, et qui d'ailleurs est aujourd'hui rejeté par la majorité, normalement, de la population palestinienne, ou avec l'autorité palestinienne, elle-même qui agit dans les territoires de Cisjordanie, et qui est corrompue jusqu'à la moelle. Donc, en réalité, c'est un vrai problème. Parce que, je terminerai par là. Bien sûr, quand vous reconnaissez un État palestinien, avec la reconnaissance de leur part d'un État israélien de l'autre côté, vous oubliez quand même une chose, c'est que les deux parties doivent être d'accord. Et aujourd'hui, je pense que ni les Israéliens, ni les Palestiniens ne sont d'accord pour se reconnaître l'un l'autre. Jules Laurent. Moi, j'exclurais plutôt quand même le devoir moral dans tout ce qui est relations internationales. J'irais plutôt sur les exigences politiques. Je pense que c'est ça qui est le plus réel, le plus concret, notamment dans tout ce qui est international. Effectivement, il faut qu'il y ait un jour un processus de paix et qui conduise à des exigences politiques de reconstruction. Je suis d'accord avec Alex Darmon, mais parce que finalement, quand on écoute par exemple quelqu'un comme Rima Hassan, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit on ne se suffira pas de revenir aux conditions dans lesquelles on était de la bande de Gaza, de ce qui a été à un moment promis pour un État de Palestine. Nous, on veut plus. On veut aujourd'hui le même État qu'avec Israël. On veut habiter ensemble, et ça pose une question démographique au sein d'un même pays. C'est-à-dire que si on fait rentrer aujourd'hui, je crois que c'est 2 millions de Gazaouis qui sont au sein, qui arriveraient au sein d'Israël, ça poserait toute une question démographique, de droit de vote, de cohabitation ensemble. Donc effectivement, même au sein, c'est-à-dire des populations qui se revendiqueraient d'un État palestinien, ils sont pas d'accord eux-mêmes sur qu'est-ce que serait aujourd'hui une Palestine. Ça aussi, il faut pas l'oublier, c'est que c'est pas juste deux antagonismes qui sont d'un côté les Israéliens qui voudraient certaines frontières et de l'autre côté les Palestiniens, mais c'est même au sein même des pays, il y a des divisions, et même au sein même des Israéliens, il y en a qui ne veulent pas du tout d'État de Palestine, il y en a certains qui en veulent sur des petites limites, et ça pose même la condition, c'est-à-dire que si effectivement on a d'un côté une bande de Gaza, de l'autre côté un État qui serait au niveau de la Cisjordanie, est-ce qu'on aurait un corridor qui passerait à travers Israël ? Je suis pas sûr que les Israéliens soient prêts à accepter ça après ce qui s'est passé au niveau du 7 octobre. Et pourtant le temps presse, quand on voit ce qui se passe à Gaza en ce moment, Alex Darmon. Oui, bien sûr, mais moi je vais vous dire, je suis pour la reconnaissance d'un État palestinien. Je suis pour deux États, pour une solution à deux États, parce qu'on parle de Rima Hassan ou de ces gens-là qui s'expriment d'ici mais qui ne connaissent pas du tout la situation sur place, parce qu'ils ne peuvent même pas y entrer d'ailleurs. Moi je suis pour la reconnaissance de deux États, mais il faut y travailler, ça prend du temps, avec des initiatives solides, et surtout avec la reconnaissance de la part des Palestiniens de l'existence de l'État d'Israël. Bon, ça c'est une condition préalable, il faut pas la négliger.
Après, pour répondre à votre question sur le temps presse, bien évidemment que le temps presse. Et quand on voit les images de ce qui se passe à Gaza, c'est un drame humanitaire réellement, mais c'est un drame humanitaire malheureusement qui est partagé par tous les protagonistes de la région. On peut pas s'en remettre qu'à Israël en disant que c'est de la faute des Israéliens et de l'armée israélienne s'il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Et je veux que ça s'arrête, que les choses soient claires. Mais c'est une guerre. Et quand on emploie des mots comme génocide ou comme ces choses-là, déjà, un, on ment, et deux, je pense pas que, pour revenir à votre première question... D'ailleurs, ce terme de génocide, alors qui était réservé plus ou moins à LFI jusqu'à présent, je vois Olivier Faure maintenant qui revendique ce terme-là. C'est de la politique. Et quand on emploie, vous savez, employer les mauvais mots, ça rajoute au malheur du monde, vraiment. Et on emploie des mauvais mots. On verra s'il y a un génocide pour le qualifier, il faut des années, il faut étudier, il faut en parler, il faut regarder, il faut entendre ceux qui ont vécu ces choses-là. Et aujourd'hui, comme dans tout, c'est la société de l'immédiateté. Tout de suite, on voit quelque chose, tout de suite, on a envie de le qualifier, donner son avis. Donc, le temps presse, oui, mais ce matin, on apprend que le Hamas refuse la proposition américaine de l'émissaire américain, voilà. Witkoff. Il le refuse alors que les Israéliens l'avaient accepté hier. S'il y a génocide, il y a urgence. Il faut qu'ils acceptent ce plan-là. On n'a pas l'impression que c'est leur priorité. Laurent, alors je rebondis sur les propos de Marine Le Pen ce matin qui dit en l'état, aujourd'hui, reconnaître un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas. Je ne sais pas ce que vous en pensez là aussi. Elle est dans la continuité de ce qu'elle expliquait en disant que Israël fait ce qu'il peut. Israël pourrait quand même mieux faire sur certains sujets, même si évidemment et essaie de se débrouiller. Donc elle est dans la continuité. Savoir qu'en plus de ça, le Rassemblement national fait toujours très attention à cette question israélienne. Je pense qu'ils peuvent pas non plus se permettre eux d'aller dans toutes les nuances. Ils se mettent du côté aujourd'hui pro-israélien et c'est aussi une stratégie politique. De par le passé, ils ont peur d'être attachés aussi à ces questions-là. Donc je pense que si on revient sur le côté de la stratégie politique, il y a aussi dans la conscience de tous que effectivement là, si on reconnaît, donc ce serait début juin, finalement Macron parlait de début juin. Avec cette conférence qui aura lieu à ce moment-là. Voilà. Ce serait aussi, c'est vrai, au final, d'une certaine manière, une victoire du Hamas qui aurait finalement réussi au final à avoir un État palestinien après le 7 octobre, parce que tout ça aura débouché du 7 octobre. Donc il y aura quand même une certaine forme de victoire, même si il faut la reconnaissance d'un État palestinien, parce que sans cela, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des exilés, des personnes qui n'ont pas de pays en déshérence et dont aucun pays en plus autour ne veut d'eux. Reconnaissance mutuelle, Alex Darmon. Ça veut dire que si Emmanuel Macron reconnaît un État palestinien le mois prochain, c'est trop tôt, c'est une erreur ? Non, mais en fait, il faut qu'il soit cohérent avec ce qu'il veut proposer. S'il y a une reconnaissance mutuelle, ça voudrait dire que les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël. Mais encore une fois, ça voudrait dire qu'ils demandent ça à qui ? Mettez-vous dans cette position-là au mois de juin prochain à New York, quand il va y avoir cette conférence. Et c'est bien de faire une conférence, parce que de toute façon, il faut que ça s'arrête. Que les choses soient claires, il faut que ça s'arrête, qu'on reconstruise Gaza et que on puisse s'installer dans une solution durable. D'ici combien de temps, j'en sais rien. Mais vous faites ça avec qui, encore une fois ? Demain, si vous reconnaissez un État palestinien qui, à la condition, lui-même aura reconnu un État d'Israël. D'abord, vous demandez à l'État d'Israël de reconnaître l'État palestinien, donc vous demandez l'autorisation aujourd'hui, c'est lui le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, s'il reconnaît l'État palestinien. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit le cas. Et puis vous demandez à qui du côté palestinien, s'il y a reconnaissance de leur État, de reconnaître l'État d'Israël. À qui vous demandez ça ? Et le vrai problème diplomatique, il est là. C'est qu'on va faire un grand raoult médiatique, politique, diplomatique, sans les premiers concernés, les Israéliens et les Palestiniens. Ça ne peut pas marcher. Et il y a aussi, donc, effectivement, Benjamin Netanyahou qui est tenu ensuite par des processus politiques, et il a aussi un cynisme, c'est qu'il est obligé de se maintenir en gardant des personnes plus à sa droite qui sont vraiment, eux, pour le coup, contre un État palestinien. Et ce qu'il faut aussi, je pense, aussi aborder la question culturelle, qui est celle qu'on est aussi dans des sociétés où la notion de pardon que nous, on a en Occident, n'est pas la même, qu'on est quand même dans des sociétés où la notion du talion, la loi du talion, notamment près des Gazaouis, ça existe. Et que nous, par exemple, si on faisait un comparatif par rapport aux grandes guerres qu'on a eues face à l'Allemagne, oui, on a su se pardonner, mais on avait aussi des cultures qui allaient vers le pardon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier ça. Nous, on voit ça avec des yeux d'occidentaux. Finalement, il y a aussi des différences culturelles qui permettent moins le pardon là-bas. Alors moi, je mettrais un bémol là-dessus. Regardez les Israéliens avec les Égyptiens. Je suis désolé, mais il y a eu à un moment donné le pardon, et aujourd'hui, d'ailleurs, les pays arabes, je suis désolé, moi je trouve ne jouent pas leur rôle dans ce conflit, mais il y a eu à un moment donné une reconnaissance de la part de l'Égypte, avec Sadat, notamment à l'époque, la reconnaissance d'Israël, les accords d'Abraham participent à cette forme de ce que tu appelles le pardon, et du fait de dire il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble. Le problème aujourd'hui de la société, pas de la société palestinienne, de ceux qui dirigent la société palestinienne, et je vais faire cette nuance là.
ça, c'est qu'ils sont soutenus par des gens qui veulent la mort de l'État d'Israël depuis sa création, parce qu'ils vivent l'un à côté de l'autre. Pour moi, c'est même plus une guerre de territoire. Aujourd'hui, c'est une guerre culturelle, mais entre effectivement Palestiniens et Israéliens. Et si demain vous avez un leader qui émerge du côté palestinien, pourquoi pas croire à cette culture du pardon. J'aimerais vous entendre aussi sur, parce qu'on parle beaucoup de ces propos d'Emmanuel Macron, voilà, devoir moral, exigence politique de reconnaître un État palestinien, et quelque chose qui fait un peu moins de bruit. Il a quand même affirmé aussi que les Européens devaient durcir la position collective contre Israël s'il n'y a pas de réponse qui est à hauteur de la situation humanitaire, et ce dans les prochains jours dans la bande de Gaza. Là aussi, ce sont des propos important. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je sais pas, Alex Darmon, à ce sujet, ce que vous en pensez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre en cause l'accord Europe-Israël, en gros? C'est ça, en gros. Oui, j'imagine, c'est ce qui est sous-entendu. Hein. Oui, mais parce qu'il le répète, de toute façon, ça va être étudié au Parlement européen, donc c'est en effet d'annonce, encore une fois. Et puis, il faut savoir que je crois que l'Europe est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël, mais c'est dans les deux sens, hein. C'est dans les deux sens. Donc Emmanuel Macron, il annonce cela. Et encore une fois, moi je juge pas du rôle de la France, qui doit quand même agir, réagir comme elle a agi face à l'Ukraine, et qui doit affirmer ses positions et appeler à la paix. Mais appeler à durcir les relations. Bon, déjà, elles sont pas au beau fixe, les relations entre la France et Israël, de tout temps, premièrement. Et deuxièmement, appeler à durcir les relations commerciales. Je pense que c'est pas très malin. On a essayé de le faire avec la Russie. On a vu que ça fonctionnait pas forcément. Et surtout, il faut quand même se dire que tous les jours, aujourd'hui, en Europe, on se sert de technologies inventées, créées par les Israéliens. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire aussi un embargo de l'autre côté? Ouais. Pourquoi pas? Jules Laurent, pour conclure sur ce sujet. N'oublions pas que Macron, effectivement, depuis le point de vue de Netanyahou, il est très très mal vu. Il est vu, c'est un peu la position gaulliste, qui est un peu une position d'entre-deux, qui ne plaît pas du tout au gouvernement Netanyahou. Et quand il y a eu cet attentat terrible devant l'ambassade américaine, il a quand même dit que c'était les sociétés occidentales, la France notamment, qu'il y avait une part de responsabilité là-dedans. Donc il y a déjà, moi je suis d'accord avec Alex sur le côté qu'il y a déjà des relations qui sont déjà très distendues, et attention aussi à ne pas non plus se couper complètement d'Israël, qui tout de même a été attaqué, a été agressé, et qui, quoi qu'on en dise, tente quand même aussi de faire ce qu'il peut, mais pourrait mieux faire. Allez, on reste ensemble, Alex Darmon, Jules Laurent, on revient dans un instant. Deux sujets dont on peut parler. Ce prix reçu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le prix Charlemagne, qui récompense les personnalités qui se sont engagées en faveur de l'unification européenne. Et puis on va parler aussi de l'extension de l'interdiction de fumer dans les lieux publics en France. À tout de suite. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face avec nos débatteurs jusqu'à 10h, Alex Darmon, journaliste, chaîne YouTube Les Indécis, et Jules Laurent, rédacteur en chef à Frontières. On va revenir sur un débat qui nous concerne tous, l'interdiction de fumer, alors directement ou indirectement, extension sur les lieux publics, plages, parcs, à bord des écoles. On va y revenir dans un instant pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, quel est votre avis à ce sujet. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce prix qu'a reçu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le prix Charlemagne, qui récompense les personnalités qui se sont engagées en faveur de l'unification européenne. Prix attribué pour avoir, je cite, contribué à maintenir l'Europe unie, résiliente et capable d'agir. Jules Laurent, ça vous fait réagir? Il faut dire que je pense que personne n'avait autant incarné l'Union européenne que Ursula von der Leyen. C'est la vraie personnification de cette entité. Il faut savoir que dans sa famille, depuis très longtemps, depuis la Ligue hanséatique, donc au XVIe siècle, elle est issue de famille Albrecht, et sa famille en fait avait déjà comme pour projet finalement d'être des commerçants qui voulaient unifier l'Europe. Donc en fait, elle, dans ses veines, ça vient de très très loin, cette envie en fait d'Union européenne. Dans sa famille, c'est inscrit. Donc finalement, pour elle, c'est un petit peu, je pense, l'apothéose, ce qu'il a le mieux la reconnaître, en fait, de recevoir un prix pareil, parce que elle a ce projet depuis sa jeunesse, depuis qu'elle est née, depuis que ses parents justement l'ont éduquée. Elle a été éduquée pour ça, dans cette envie. Elle a fait ses études en Angleterre, elle est partie un peu partout dans le monde, elle parle 5 langues. Elle est la personnification de cette Union européenne, cette envie d'union. Et finalement, on l'a vu aussi dans ses prises de position politique, jamais personne n'avait pris autant en position sur les questions du vaccin, sur les questions justement même de la guerre en Ukraine, où parfois elle prenait même le devant sur les États et presque leurs armées. Donc c'est une voix qui porte
que l'on entend et qui incarne l'Europe. C'est une voix qui incarne. Elle a réussi. Alors elle peut évidemment dès lors agacer tous les souverainistes, toutes les personnes qui clivent, évidemment voilà, on en marre et qui en plus se sentent lésés par ce fameux référendum de 2005 qui a été évidemment outrepassé en 2007. Et dont on a beaucoup parlé, 20e anniversaire effectivement. Hier, merci pour ce clin d'œil généalogique. Voilà. Alex Darmon. Non, mais je suppose qu'elle l'a reçu par rapport à son action sur la guerre en Ukraine, enfin entre la Russie et l'Ukraine. Et on peut pas lui enlever le fait qu'elle ait été mobilisée et qu'elle ait réussi à rassembler et à fédérer autour d'elle une position commune sur l'Europe. On a longtemps dit que l'Europe n'avait pas de voix, qu'elle ne portait plus, qu'elle n'intéressait plus et surtout qu'elle n'avait plus aucune influence. Force est de constater que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voilà, la France et l'Europe ont quand même eu un rôle à jouer. Et je dois dire que j'étais plutôt réticent aux propos du président Macron sur la situation au Proche-Orient parce que je les trouve pas cohérents. Or, sur la situation en Ukraine, il faut lui reconnaître qu'il a quand même participé à fédérer l'Europe et à fédérer les pays européens. Donc elle lui doit beaucoup aussi, parce que je pense qu'il a pris pas mal de coups pour elle. Après, elle représente aussi cette stratégie d'unification envers la Russie et même d'une certaine manière envers les États-Unis. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, sur les droits de douane, notamment, elle a joué un rôle important. Donc, je ne sais pas quelle est la valeur de ce titre, je ne sais pas qui le remet, mais en tout cas, effectivement, moi, je ne connaissais pas son histoire européenne. Très rapidement, attention, elle incarne quand même une vraie soumission aux États-Unis. Simplement, elle n'aime pas Trump. Hein. C'est ça la différence. Bon, ceci étant dit, la cigarette interdite dès le 1er juillet sur les plages, dans les parcs, jardins publics, aux arrêts de bus et puis aux abords des écoles. Annonce faite par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, ministre notamment de la Santé. C'était une promesse du gouvernement déjà il y a quelques temps, 2023. En cas de non-respect de cette interdiction, vous risquez une amende de 135 €. Alex Darmon, ça fait énormément réagir. Est-ce qu'il était nécessaire d'en arriver là? Moi d'abord, j'aimerais bien savoir comment ils vont proclamer cette interdiction. C'est un décret. J'aimerais bien comprendre comment ils vont le faire, parce que j'avoue que je me suis pas renseigné. Donc je suis tout à fait honnête avec vous. Je l'ai lu comme ça peut être que par décret. Donc ça sera pour le 1er juillet, oui. Ça sera un décret. Après, c'est de la santé publique, donc ça serait cohérent de vouloir l'interdire par décret et de le mettre à exécution là d'ici quelques jours, quelques semaines. Après, franchement, c'est un peu fatigant quand même. Je trouve que c'est une liberté. On est en plein air. Sur les terrasses, je peux le comprendre. On est collés les uns les autres. Ça peut s'entendre et ça peut s'expliquer. Sur les plages, les terrasses sont pas concernées par cette interdiction. Donc ils sont pas. Les terrasses de cafés, de restaurants ne sont pas concernées aujourd'hui. Bon, très bien. Bah tant mieux. Voilà, je savais pas. J'avais pas compris. Je croyais que c'était aussi. Là, ça concerne les. Oui, non, ça concerne vraiment les plages. Et les stades de foot, je crois qu'ils sont concernés. Oui. Alors les équipements sportifs, effectivement, voilà, qui sont concernés. Les stades, ce que je trouve logique aussi. Donc, vous savez, moi je trouve que tout ce qu'on fera pour lutter contre le tabac, ça sera une bonne chose. Moi, je suis pas fumeur. J'ai jamais fumé de ma vie. Je m'en porte très bien. J'ai des gens autour de moi qui ont fumé, qui l'ont regretté, qui ont eu du mal à arrêter après, qui ont mis des années à s'arrêter. Et donc, tout ce qui peut favoriser, tant qu'on n'entrave pas la liberté, j'entends, des uns et des autres, moi, me réjouit. Et si c'est pas dans des espaces, encore une fois, clos, fermés, et qu'on peut fumer en plein air, toutes ces choses-là, pourquoi pas? Et puis, respect des fumeurs vis-à-vis des non-fumeurs, quoi, tout simplement. Voilà, exactement. Ça, c'est la base, Laurent. Il y a un peu une majorité silencieuse de non-fumeurs justement qui subit parfois un peu les fumeurs, même si c'est vrai que en fait ça va un peu dans le sens. En France, parfois on a un peu on a l'impression d'être considérés comme des bébés. C'est les 80 km/h. Vous savez, c'est faut pas construire sa piscine. Attention, il y a un drone qui va vous regarder. Faut arrêter de fumer. À force, on a un petit peu l'impression que oui, dès qu'on a l'État, dès qu'on a rapport avec, on voit une lettre Marianne qui arrive, on se dit c'est les mauvaises nouvelles, quoi. Donc dès que c'est l'État, c'est un problème. Donc ça, il y a quand même ce sujet qui doit être posé. Mais par contre, je trouve qu'il y a cette majorité silencieuse de non-fumeurs qui, de temps en temps, effectivement, sur les terrasses, les cafés, parfois, bon, ça peut aussi être réglé à l'amiable sans qu'il y ait besoin. C'est très simple, en fait, de se parler entre nous, de dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez fumer un petit peu à côté? Voilà, il n'y a pas de souci, est-ce que vous fumez? Et sur les plages, ça me paraît aberrant. Les plages, c'est en plein air. Enfin, je vois pas à quel moment.
moins qu'on soit sur la plage de Biarritz où peut-être tout le monde est serré, mais il y a quand même aussi d'autres plages où on peut fumer sans que ça pose de problème. Moi, par contre, d'un point de vue de santé publique, faut quand même rappeler que on a l'idée qu'effectivement, avec les taxes et autres, ça rapporte à l'État le tabac, mais attention, en fait, on en perd plus d'un point de vue quand on soigne quand on soigne les cancers et tout. Donc même d'un point de vue budget, en fait, ça coûte plus d'avoir des fumeurs dans une société que de pas en avoir. Il y a une question aussi de prévention. Peut-être on l'oublie à ce sujet. Peut-être qu'on n'en fait pas assez. Je sais pas. Dans les écoles, c'est applicable même, en fait, simplement, c'est-à-dire qu'on va avoir quoi? On va avoir des policiers qui en permanence vont chercher les fumeurs partout, un peu sur les plages et autres. Ça va commencer par, je suppose, les abribus. Alors ça, oui. Ça fait un peu passe sanitaire à l'époque. Ça veut dire que si vous êtes à côté de l'abribus, vous avez le droit de fumer. Je sais pas, c'est pas précisé encore. Faudra attendre les décrets en l'occurrence, mais oui. Non, mais c'est encore une fois, on a le sentiment que c'est improvisé et très rapide. Si c'est applicable là d'ici quelques semaines. Enfin, je sais pas, faire de la pédagogie. Après, quand vous regardez quand même, moi je me rappelle à l'époque où on commençait à interdire les cigarettes dans les lieux clos, que sur les paquets de cigarettes, on disait on va mettre des affiches et des photos tout le monde criait en disant c'est la liberté, on attaque notre liberté et tout. Je pense que 5-10 ans plus tard, tout le monde est très content qu'on ait fait ça au final, et on voit que le nombre de fumeurs a vraiment baissé, donc c'était une bonne chose. Alex Darmon, journaliste politique, je rappelle la chaîne YouTube Les Indécis, je le rends rédacteur en chef à Frontières. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, c'était un plaisir. Merci aussi à Daisy qui réalisait cette émission ce matin, 9h56. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Valérie Expert et Gilles Gonzman, Sud Radio Média. Valérie et Gilles qui reçoivent Karine Le Marchand. Je vous souhaite une très belle journée, moi, et un très beau week-end.